the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through. Donc salut à tous, c'est à nouveau le Patriote éclairé, on se retrouve pour la partie 2, puisque comme je vous ai dit maintenant les entretiens étant assez longs, je les découpe en plusieurs parties. Donc entretien commentaire d'actualité octobre-novembre, partie internationale, enfin actualité internationale, partie 2. Il y aura au moins 4 parties, je vous l'annonce, pour cet entretien, parce qu'il est très long, il y a beaucoup d'actualités sur ces 2 mois. Donc partie 2. Donc on commence tout de suite, après avoir fini sur l'analyse du pape François et les États-Unis, là, nouveau sujet, Liban vers une nouvelle révolution colorée. Alors ça c'est intéressant, on est toujours dans la partie internationale. On a vu, on a parlé d'une nouvelle révolution arabe, mais dans les milieux dissidents et dans les milieux un peu subversifs, on parle bien évidemment des révolutions colorées. Donc ces révolutions colorées, c'est quoi? C'est des révolutions pas du tout populaires et pas du tout citoyennes, qui sont en général des manipulations des peuples et on va dire des jeunesses et des étudiants dans une nation, une manipulation par l'étranger, par l'extérieur, notamment en Ukraine, un peu en Europe, un peu dans le Caucase, toujours pour déstabiliser des pays, déstabiliser des leaders qui résistent à l'oligarchie mondialiste et qui résistent à l'empire mondialiste, États-Unis en tête, mais aussi Europe et compagnie. Donc révolution colorée, en fait, c'est une révolution, je dirais, on parlait pas de révolution de palais, vous savez, bon voilà, c'est une révolution de l'extérieur, c'est une révolution fomentée de l'extérieur, comme il y en a eu en Ukraine, comme il y en a eu, comme on a essayé en Russie, dont le saint patron est un milliardaire financier, George Soros. George Soros qui pilote les révolutions colorées en général, qui sont donc ces révolutions pilotées de l'extérieur. Donc colorées parce qu'elles avaient des jolis noms comme ça, révolution de jasmin, révolution orange, machin, qui ont eu beaucoup lieu ces 10 dernières années en Europe de l'Est pour déstabiliser, on va dire, ces pays sortis de l'ex-URSS, sortis de l'URSS, sortis de l'Union soviétique pour les faire rentrer dans le camp atlantiste, dans le camp occidental, pour les faire rentrer dans véritablement, quand je dis le camp atlantiste, le camp occidental, c'est les faire rentrer dans l'Union européenne. Donc c'est des révolutions, on va dire, soi-disant démocratiques, soi-disant sociales, manipulées, je dirais, de l'étranger. Donc voilà pour les révolutions colorées. En général manipulées par les mondialistes et manipulées par les États-Unis, donc manipuler la jeunesse étudiante de l'extérieur. Donc pour en revenir au Liban, vers une nouvelle révolution colorée, oui ça c'est intéressant. On a vu au Liban une nouvelle révolution colorée se mettre en place. Quand on dit une nouvelle révolution colorée, c'est quoi? C'est donc là aussi une jeunesse en colère, une jeunesse étudiante en colère au Liban. Donc le Liban, pays au Moyen-Orient, on dit même au Proche-Orient, pays qui croule sous la corruption, bien évidemment, sous la corruption de ses élites, sous la crise économique et sociale, les difficultés économiques et sociales, et sous donc une jeunesse étudiante en colère, donc une légitimité, je dirais, d'une révolte populaire à la base, et d'une révolte des jeunes et qui ne voient pas d'avenir économique et social, de prospérité pour le pays, mais toujours aussi un pays une révolution bien évidemment bien manipulée par l'Occident et le système. Donc moi je m'interroge derrière une révolution arabe, ce qu'on appelle le printemps arabe, la contamination du printemps arabe, derrière une révolution arabe et derrière un printemps arabe, plutôt une révolution colorée, manipulée de l'extérieur, c'est-à-dire de l'oligarchie mondialiste, de l'empire mondialiste, c'est-à-dire des États-Unis et de leurs sbires, de leurs affidés, mais surtout les États-Unis pour déstabiliser un peu plus la région. En effet, dans la région du Moyen-Orient, les États-Unis déstabilisent la région par de force, par les révolutions colorées, donc les révolutions pseudo-démocratiques et pseudo-estudiantines, donc par les révolutions colorées, ou tout bonnement par la brutalité, je dirais, de l'intervention et de l'ingérence militaire. Donc l'intervention militaire en Irak, en Afghanistan, c'est soit la révolution colorée, c'est-à-dire la pseudo-révolution démocratique de jeunes financée par des dollars américains, ou alors l'intervention militaire et l'ingérence militaire américaine dans la région, comme ça a été le cas en Irak notamment. Donc bon, moi je suis pas libanais, je suis pas allé dans ce pays, donc je suis pas un envoyé spécial, je peux pas parler de manière plus importante du Liban, mais ce qui est sûr, voilà, c'est que le Liban, derrière la révolution arabe,
printemps arabe soi-disant, comme nous le vantent les pays, c'est comme une révolution démocratique de jeunes. Bien évidemment une révolution colorée, même si je ne nie pas les difficultés du Liban. Hein. Pays, encore une fois, crise économique et sociale, plus de 20 ou 30% des jeunes au chômage, donc il y a un terreau économique et social, à la contestation sociale, à la rébellion, à la révolte, plus encore une fois une corruption des élites accrue, mais c'est pas pour ça qu'une révolution peut être légitime et peut être manipulée. Il y a les deux, hein, voilà. À la fois c'est une révolution, une révolte qui trouve sa source dans les difficultés économiques et sociales du Liban, avec en plus une crise migratoire insupportable, puisqu'il faut savoir que le Liban a en son sein plus de 2 millions de réfugiés syriens, c'est-à-dire que quasiment 30%, 25%, 25-30% de sa population, ce sont des immigrés, ce sont des réfugiés syriens, donc des non-libanais. Donc ce qui est assez dramatique, ce qui est très important bien évidemment, et donc voilà, c'est à suivre. Donc Liban vers une nouvelle révolution colorée. Et puis oui, puisque on parle je parlais de la révolution arabe, du printemps arabe, il y a peu de chances que ce soit la contamination et la diffusion des printemps arabes, puisque les printemps arabes c'était les années 2011, donc c'était il y a 4 ans. Et en plus c'était pour chasser des dictateurs, des potentats locaux, donc c'était autre chose, hein, en Tunisie, en Libye, en Égypte. Mais on voit que oui, cette révolution colorée, pour finir, je finirai là-dessus, cette révolution colorée peut s'affilier et être rapprochée d'un printemps arabe, puisque là aussi, que ce soit en Tunisie ou en Égypte à l'époque, pour chasser Moubarak et Ben Ali, il y avait une véritable, ou même Kadhafi en Égypte, en Libye, Kadhafi en Libye, ou même Assad en Syrie. À la base, ces révoltes, ces rébellions s'appuient toujours sur en général une classe moyenne, une jeunesse bobo étudiante qui veut plus de progressisme, plus de démocratie. Et ensuite, ces révoltes, ces révolutions, ces rébellions sont manipulées de l'étranger, par l'extérieur, par des financements extérieurs, tout simplement, par d'ailleurs, encore une fois, par les puissances occidentales, par les États-Unis. Donc voilà. Donc Liban vers une nouvelle révolution colorée à suivre. Encore une fois, hein, je ne nie pas le côté démocratique, social et authentiquement démocratique et populaire de la révolution, avec encore une fois tous les problèmes, hein, une crise économique et sociale, des élites totalement corrompues, donc beaucoup de problèmes au Liban, corruption des élites, trahison des élites, crise économique et sociale, chômage massif chez les jeunes, crise due aussi à l'afflux massif de réfugiés, plus de 2 millions de réfugiés qui vivent dans le Liban. Mais derrière les revendications légitimes d'une jeunesse en colère, derrière les revendications légitimes et la protestation sociale d'une jeunesse en colère, donc derrière cette révolution arabe, peut-être une révolution colorée, c'est-à-dire une manipulation de la jeunesse en colère et une manipulation des revendications légitimes par l'oligarchie mondialiste. À suivre. Ensuite, tout autre sujet, l'essoufflement et le ralentissement du modèle économique chinois. Alors ça, c'est un sujet périphérique que je vais traiter rapidement parce que je ne suis pas spécialiste d'économie, et de crise économique encore moins. Mais là on voit bien depuis 2-3 mois, depuis septembre, octobre, novembre, qu'il y a véritablement, et tous les experts économiques, tous les commentateurs économiques et financiers en Europe et dans les grands médias, notamment à la télé, le commentent, l'observent, il y a véritablement un essoufflement et un ralentissement du modèle économique chinois. Donc baisse de la croissance, hausse du chômage, baisse des exportations, baisse de la production industrielle et crise financière, crise boursière. Donc là je vais traiter ça rapidement. Oui, on voit depuis quelques mois un ralentissement, je dirais même un essoufflement du modèle économique à la chinoise. Je dis du modèle économique chinois, je ne dis pas seulement de l'économique, car c'était véritablement un modèle économique chinois depuis 30 ans, hein, depuis que la Chine est un pays émergent, les 10% de taux de croissance, l'absence de chômage, cette espèce de miracle économique chinois. On parlait véritablement de miracle économique chinois depuis 20-30 ans, quoi, depuis que la Chine était un pays émergent, depuis que la Chine était intégrée dans toutes les institutions, l'OMC, etc., dans toutes les institutions mondiales et mondialistes, globalistes des Occidentaux depuis 30 ans. Donc là on voit véritablement un ralentissement du modèle économique chinois, un essoufflement de ce modèle économique chinois donc, qui était hérité, des 30 dernières années, et c'est-à-dire notamment, quand je dis les 30 dernières années, c'est-à-dire depuis la fin de l'ère Mao Tse-tung, depuis la fin de la Chine maoïste et communiste, c'est-à-dire depuis les années 80, depuis Deng Xiaoping, d'abord Deng Xiaoping, le petit timonier, puis les autres, hein, c'est-à-dire la fin, l'essoufflement d'un modèle économique chinois, voilà. Qui était donc sur des réformes libérales, l'acceptation de l'économie de marché et le capitalisme. Donc, encore une fois, hein, après l'ère communiste maoïste de la Chine,
années 70, rupture avec le communisme et accélération à travers Deng Xiaoping vers un modèle libéral, économie de marché, capitalisme, capitaux étrangers, libéralisme, libre-échange, ouverture à la concurrence et aux capitaux étrangers. Donc la Chine, c'était depuis 30 ans, depuis les années 80, c'était totalement intégré dans le grand modèle de concurrence capitalistique et de libre-échange mondial. Mais là, on voit un redressement et un essoufflement du modèle économique chinois. Et on craint d'ailleurs une contagion de ralentissement de la croissance de la Chine au monde entier. Donc ce modèle économique chinois qui était à la fois la conversion de la Chine au libéralisme, au capitalisme et à l'économie de marché, c'était aussi surtout des voyants économiques au vert. Hein. Donc une très forte croissance depuis 20 ans, 10% de croissance. Là on voit un ralentissement des taux de croissance à 7-8%. Donc une croissance économique exceptionnelle, un modèle économique orienté vers les exportations, vers l'étranger. La Chine étant le pays atelier et le pays de montage, exporté, je dirais, des biens manufacturiers. Et la Chine, donc, baisse de la croissance, baisse des exportations, baisse de la production aussi industrielle et manufacturière, et crise financière et boursière. Alors là, on peut dire plusieurs choses. On peut dire déjà, oui, donc baisse du modèle économique à la chinoise qui était ce modèle de pays en développement, donc basé sur des très forts taux de croissance, sur de l'exportation, du pays atelier, de la production industrielle et manufacturière forte. Et là, en effet, la Chine choisit une autre stratégie de développement économique qui est plus seulement une Chine développée et compétitive à l'international, c'est-à-dire qui exporte, qui vend, ouvert à la concurrence internationale, mais véritablement une Chine qui se recentre sur son marché intérieur, sur son marché, comme on dit, domestique. Son marché intérieur à travers l'émergence d'une classe moyenne, puisque la Chine, soi-disant, se démocratise, ou en tout cas devient une grande puissance économique, elle se démocratise, en tout cas l'accession à la consommation notamment de masse, d'une classe moyenne qui émerge. Une classe moyenne, là-bas, une classe moyenne chinoise qui est de 100 millions d'habitants. Hein. La classe moyenne chinoise, c'est l'équivalent de la Chine plus... c'est l'équivalent de la France, de 2 fois la France. Hein. En termes de population, c'est 100 à 150 millions d'habitants. Donc c'est pas rien. Donc voilà, derrière l'essoufflement et le ralentissement du modèle économique chinois, en termes de taux de croissance, d'exportation, de production, c'est avant tout donc la reconversion économique de la Chine qui se reconcentre sur son marché intérieur à travers l'émergence d'une classe moyenne et d'une classe moyenne qui consomme, donc moins tournée vers les exportations et l'international, aussi véritablement, je dirais, et aussi on a vu aussi, donc est-ce que le ralentissement de la croissance chinoise pourrait toucher et affecter l'Europe et le monde entier? Bien évidemment, puisque avec la mondialisation et la concurrence internationale, dans la mondialisation, toutes les économies sont interconnectées, il y a une interconnexion et une interdépendance des économies du monde entier. Donc véritablement, oui, le ralentissement et l'essoufflement du modèle économique chinois, en termes de croissance, d'exportation, va affecter l'Europe et notamment les États-Unis, en termes aussi de croissance et de commerce international, c'est-à-dire importation, exportation. Mais au-delà du ralentissement de ce modèle économique ou de la reconversion de ce modèle économique vers de l'intérieur, de son marché intérieur et de sa classe moyenne, qui consomme et qui épargne, véritablement, la Chine qui était avant tout l'incarnation de cette intégration dans le modèle capitalisme, de l'économie de marché, du capitalisme industriel et on va dire vertueux et productif, on voit là aussi que le modèle économique chinois qui est un capitalisme productif, industriel et vertueux, qui produit de la valeur ajoutée, qui produit de la croissance, qui produit de la richesse, qui produit de l'emploi, eh bien ce capitalisme industriel chinois est prospère, est là aussi totalement touché et affecté par je dirais le capitalisme financier, par la finance internationale et la bourse, puisqu'on a vu à la bourse de Pékin, donc la finance, c'est pas Wall Street et la City, mais la Chine se dote aussi est dotée d'une puissance financière à travers la bourse de Pékin. On voit véritablement là aussi, comment dirais-je, la Chine affectée par la finance internationale et par la finance tout court. Donc là aussi on voit que la finance et la bourse jouent contre les intérêts du capitalisme, les intérêts objectifs du capitalisme productif industriel. Le capitalisme industriel et productif qui produit de la croissance, qui produit de la valeur ajoutée, est l'ennemi juré, ou plutôt a pour ennemi juré, le capitalisme financier, c'est-à-dire la bourse, la finance internationale, qui joue sur la spéculation et qui joue sur la destruction de valeur ajoutée et de valeur réelle. Donc l'un et l'autre sont antinomiques et l'un et l'autre sont opposés, même si des fois certains tenants du capitalisme et certains défenseurs du libéralisme n'en ont eux-mêmes même pas conscience.
mais c'est à noter, c'est une certitude. Pour continuer, voilà, je vais pas continuer plus que ça sur cette histoire de l'essoufflement du modèle économique chinois, mais voilà, ce qui est sûr, véritablement, la Chine connaît le ralentissement et l'essoufflement de son modèle économique par une baisse de la croissance et des exportations, par une diminution aussi de sa production industrielle et manufacturière, qui s'explique parce que la Chine, en tant que puissance émergente et puissance économique riche, se recentre sur son commerce, enfin sur son intérieur, sur sa classe moyenne. Donc un ralentissement, un essoufflement du modèle économique chinois, qui était donc, comme je le répète et comme je le martèle, un modèle économique de capitalisme industriel productif et intensif, capitalisme industriel et productif et intensif. Là on voit en effet que tous les voyants sont un peu moins au vert pour la Chine, une croissance économique en baisse, 7-8% de taux, des exportations en baisse, donc un commerce international en baisse, une production industrielle et manufacturière en baisse. C'est-à-dire qu'on voit que là, la Chine n'est plus seulement le pays atelier du monde, comme elle l'était il y a encore 10 ans, mais la Chine se recentre sur son marché intérieur à travers une classe moyenne. Mais surtout, le deuxième fait important, au-delà de cette contagion, du ralentissement économique chinois par le fait d'une interdépendance et d'une interconnexion des économies dans un cadre de mondialisation, une crise financière et boursière chinoise. On a vu encore une fois le ralentissement de la croissance chinoise, le ralentissement de la croissance économique chinoise n'est pas le seul fait du ralentissement des exportations, de la croissance, c'est-à-dire du ralentissement du modèle de capitalisme industriel intensif et productif, mais avant tout le jeu de la finance, une crise financière et boursière. Bon, il va falloir d'ailleurs s'intéresser là de près, puisqu'on parle de le ralentissement économique chinois, mais aussi il peut y avoir un ralentissement de ce modèle économique chinois à travers de la spéculation et de la crise financière et boursière qui peut là aussi se répandre, se diffuser dans le monde entier, puisqu'on a bien vu là aussi, comment dirais-je, pendant la crise des subprimes en Europe et aux États-Unis, dans le monde en 2008, la crise de subprime, c'était une crise du capitalisme financier, de la finance spéculative qui s'est diffusée dans le monde entier. Donc voilà, ralentissement du modèle économique chinois qui risque d'avoir une influence néfaste en Europe et aux États-Unis, vers un non-regain de la croissance, mais surtout la pénétration aussi du capitalisme financier, même en Chine. La Chine est totalement pénétrée par le capitalisme financier et la spéculation financière et boursière, qui à terme détruira aussi son modèle de capitalisme industriel et productif. Autre sujet totalement différent, on revient sur la crise des migrants et des réfugiés en Union Européenne. Et là oui, je montre une UE totalement pompier pyromane. Et après j'en reviendrai sur le cas allemand et le cas d'Angela Merkel. Alors là c'est intéressant, on voit que face à la déferlante migratoire et des réfugiés, la crise migratoire-réfugiée, le déferlement migratoire et des réfugiés, crise des réfugiés en Europe depuis la rentrée, depuis septembre-octobre, mais là ça s'est aussi accru véritablement, puisque ce sont des flux, ce ne sont pas un stock de migrants, de réfugiés, ce sont des flux continuels qui viennent en Europe, qui ne vont pas se tarir de sitôt tant qu'on ne résoudra pas la situation au Proche et au Moyen-Orient et en Afrique, c'est-à-dire la situation géopolitique, géostratégique des conflits. Donc tant qu'il y aura guerre et conflit en Afrique au Moyen-Orient, il y aura flux de migrants et de réfugiés en Europe, c'est une certitude. Donc là oui, je voulais pointer du doigt l'arnaque et l'escroquerie et le double visage et le double discours de l'UE face aux migrants, face à la crise migratoire et réfugiés. UE, pompier, pyromane. Ouais, bah bien évidemment, puisque là on a vu, comment dirais-je, au début, l'Union Européenne à travers le président de la Commission Européenne qui est, comment s'appelle-t-il ce connard, le président de la Commission Européenne, là, ce guignol, qui est Jean-Claude Juncker, au nom des droits de l'homme, des valeurs de l'Union Européenne, accueillir et ouvrir véritablement les vannes de l'immigration, comme on dit, les vannes de l'immigration à l'immigration de masse, à l'immigration tout court, quoi. Des réfugiés, au nom des droits de l'homme, des valeurs de l'Europe, etc., tout le baratin. Mais là, on a vu un revirement de l'UE, notamment en rétablissant le contrôle aux frontières nationales, donc en faisant sauter un peu Schengen, en rétablissant les contrôles aux frontières nationales, en musclant aussi le discours sécuritaire, le discours anti-immigrant, en faisant l'opposition entre, vous savez, j'en ai déjà parlé, immigrants, réfugiés politiques, droit d'asile, contre migrants économiques, pas droit d'asile. Mais bon, c'est une escroquerie, puisqu'on sait que non seulement des migrants économiques se glissent dans le flot des réfugiés, mais en plus, peut-être des djihadistes. Maintenant, on en est persuadé, on en est sûr, il y aurait même des djihadistes qui se glisseraient dans le lot
eh bien, dans le lot comment dirais-je, des réfugiés, puisqu'on ne peut pas contrôler, on ne peut pas vérifier si tel ou tel réfugié est un migrant ou un réfugié qui aurait droit au droit d'asile. Donc là, un revirement absolu, une palinodie de l'UE, un revirement absolu de l'UE, de l'Union Européenne, à travers ces instances dirigeantes qu'est l'oligarchie de l'Europe, hein, par le Parlement Européen et Commission Européenne surtout, président de la Commission Européenne, Jean-Claude Juncker. Donc là voilà, on voit une escroquerie, puisque on s'en est fini des mythes de l'identité de l'Union Européenne heureuse, de la libre circulation de l'espace Schengen, rétablissement des frontières nationales, ou en tout cas rétablissement des contrôles aux frontières. C'est totalement nécessaire face à une invasion migratoire, véritablement, une invasion migratoire des réfugiés, qui ne va pas se tarir, bien évidemment, de sitôt. Et bah oui, je disais, une UE pompier pyromane, bien évidemment. Pompier pyromane, puisque ils mettent le feu et ensuite ils veulent éteindre le feu. Ils sont responsables, ils ont mis le feu, c'est-à-dire que l'UE est responsable, enfin l'UE, ses instances dirigeantes sont responsables de la crise migratoire et de la crise des réfugiés, puisque à cause de Schengen, à cause d'un discours droit de l'homiste, universaliste, d'accueil, de générosité, d'humanisme, dont on accueille en première instance d'abord un discours de générosité, de droit de l'homme et d'humanisme, d'accueil des réfugiés, et ensuite pompiers, c'est-à-dire ceux qui veulent éteindre le feu. L'UE se présente en ceux qui vont résoudre des problèmes. Seule l'Union Européenne peut résoudre des problèmes, ce qui d'ailleurs est une très mauvaise chose, enfin est une bonne chose pour ceux qui croient dans le fédéralisme européen, puisque c'est ce que Jean Monnet appelait la méthode des petits pas, c'est-à-dire comment on va aller doucement mais lentement au fédéralisme européen. C'est la théorie de l'engrenage, c'est la méthode des petits pas. C'est ce que Jean Monnet, père de l'Europe, appelait la méthode des petits pas, c'est-à-dire ce qu'on appelle la théorie de l'engrenage, la méthode des petits pas. C'est-à-dire la théorie de l'engrenage, c'est on crée des problèmes, soit même l'Europe crée des problèmes, l'Union Européenne crée des problèmes et prétend ensuite avoir les solutions pour les résoudre. Et demande des compétences et de la souveraineté pour résoudre ces problèmes, alors pour avoir la solution, alors qu'elle a créé des problèmes. Enfin, c'est inversion totale de tout. Donc derrière, je finirai là-dessus, mais derrière cette crise et cet afflux massif de réfugiés et de migrants, une UE pompier pyromane. Et derrière l'UE pompier pyromane, une volonté véritablement d'aller vers une Europe encore plus fédérale, c'est donc la théorie de l'engrenage. On va toujours un peu plus loin, étape par étape, step by step, on va toujours un peu plus loin dans l'engrenage européen, dans le fédéralisme européen. Mais voilà, pas grand chose à dire de plus. Donc face à la crise migratoire et au déferlement de réfugiés en Union Européenne, l'Union Européenne bien évidemment coupable. Et à travers eux, ses instances dirigeantes, son oligarchie, notamment Jean-Claude Juncker. Donc là, je l'ai dit, il y a un pompier pyromane, hein, puisque on crée le problème et on veut le résoudre, la solution. On crée le problème avec un discours de droit de l'homme, de générosité, d'humanisme, on fait venir des réfugiés et ensuite on dit que ah non, il y a trop de réfugiés, il faut cesser avec cet afflux de réfugiés. Bah, il fallait peut-être pas tenir un discours de droit de l'homme et tenir un discours ferme, sécuritaire avec des frontières nationales. Donc on verra ce qu'il en est de Schengen et ce qu'il en est de l'Europe à venir. Moi, c'est mon constat. Notamment, on a vu comment l'Union Européenne a à la fois tapé, là aussi on voit que c'est de la schizophrénie, c'est du pompier pyromane. À la fois, on tape sur Viktor Orban, le leader un peu sécuritaire, un peu nationaliste en Hongrie, parce qu'il serait trop sécuritaire et pas assez généreux, pas assez accueillant par rapport aux immigrés, aux réfugiés, mais à la fois, on tape aussi, on critique la Grèce qui, elle, serait trop tolérante, pas trop laxiste par rapport aux immigrés, donc aux immigrants et aux réfugiés. Donc là, on voit une UE totalement schizophrène qui tape à la fois sur les leaders comme Orban, sur les leaders sécuritaires et durs, parce qu'ils seraient trop sécuritaires, mais à la fois qui tape et qui critique et qui condamne la Grèce qui serait trop laxiste. Donc il faut savoir ce qu'on veut à un moment donné. Donc autre sujet, on reste toujours avec une certaine logique, une certaine cohérence, là c'est l'Allemagne. L'Allemagne, entre l'accueil et le rejet des réfugiés, entre générosité et intransigeance. Alors là aussi c'est très intéressant, je vais passer vite fait parce que j'en ai déjà tout dit. On a vu Viktor Orban, leader un peu nationaliste, un peu patriote de la Hongrie, avec un discours sécuritaire et de fermeture. L'Allemagne inverse. J'avais déjà parlé de ça la dernière fois sur la fracture Est-Ouest. Là on voit l'inverse. L'Allemagne qui a commencé par un accueil, une générosité, un discours de droit de l'homme, d'humanisme, par rapport aux réfugiés, aux migrants. Premier temps, deuxième temps, l'Allemagne, face aux dures réalités économiques et sociales, mais aussi identitaires et culturelles, de la mauvaise coexistence entre les Allemands de souche, je dirais, et les réfugiés et les migrants, l'Allemagne, revirement de situation. L'Allemagne tourne kazakh, l'Allemagne, double discours, l'Allemagne, véritablement un retournement de situation face au réel, je dirais. C'est ce que Lénine parlait d'éternel retour du réel, éternel retour du concret. L'Allemagne, là, s'est frottée
à la violence de l'immigration et des réfugiés. Puisque l'Allemagne avait promis d'accueillir 1 million, et c'est ce qu'elle a fait depuis le début de l'année, 1 million de réfugiés, 1 million de migrants en plus des 200-300 000 qu'elle accueille d'habitude, puisque l'Allemagne, comme la France, et même plus que la France, accueille 200 à 250 000 migrants légaux par an, immigration économique légale, mais là en plus elle s'était proposée d'accueillir, et c'est ce qu'elle a fait, pendant toute l'année, d'accueillir plus d'un million véritablement de migrants, de réfugiés. Ce qui est énorme, 1 million de migrants, de réfugiés, c'est énorme, pendant toute l'année. Donc aujourd'hui on est en début décembre, l'Allemagne aura accueilli tout au long de l'année 2015 1 million de réfugiés, en plus des 200 000 immigrants économiques légaux, ce qui est énorme, ce qui va poser à terme bien évidemment des questions de déstabilisation ethnico-culturelle, des questions d'identité par rapport à l'Allemagne, même si l'Allemagne ne se pose pas encore tellement ces questions, elle est sur un rapport purement matérialiste et sur des thématiques économiques et sociales par rapport à l'immigration, c'est-à-dire chômage, emploi, industrie, débouchés économiques, main-d'œuvre, etc. Mais bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'Allemagne. L'Allemagne, face à la crise migratoire et réfugiée, entre accueil et fermeture, hein, véritablement, hein, elle a aussi un double discours. Et là, on voit d'abord un discours, encore une fois, de générosité, de droits de l'homme, un discours de générosité, de droits de l'homme et d'ouverture face aux réfugiés, et puis ensuite un discours plus de dureté, plus de fermeté, plus sécuritaire par rapport aux difficultés et aux problèmes que pose cet accueil massif de réfugiés et de migrants. C'est ce qu'on avait vu notamment en gare de Munich, ces Allemands délirants qui couraient accueillir en gare de Munich, en gare de Berlin, qui couraient accueillir les réfugiés au nom des droits de l'homme, de la générosité, machin. Alors certains parlaient de la culpabilité allemande par rapport au nazisme, à ce qu'avait été l'horreur du nazisme et l'extermination des juifs d'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, c'est peut-être cet inconscient, comme dirait Freud, se refouler, cet inconscient psychanalytique qui germe dans la tête des Allemands. Mais bon, la générosité et l'ouverture allemande, oui, je voulais y venir, c'est pas seulement le reflux du nazisme, c'est-à-dire les Allemands qui auraient ce sentiment de culpabilité par rapport à leur passé nazi et l'extermination des juifs, c'est aussi, véritablement, derrière la générosité et l'humanisme, il y a un cynisme allemand, c'est-à-dire que l'Allemagne, non seulement après un discours d'accueil, de générosité, de droits de l'homme par rapport aux Allemands, par rapport aux réfugiés, bien évidemment, tient un discours plus sécuritaire et de fermeture par rapport aux réfugiés, parce que ça devient intenable dans son pays, et puis il y a aussi des mouvements dits identitaires et dits islamophobes ou anti-islam qui montent en Allemagne à travers Pegida, donc des problèmes culturels et d'identité, mais bien évidemment le plus important c'est surtout, derrière l'intransigeance il y a aussi le cynisme économique, j'en avais parlé, derrière le baratin des droits de l'homme et de l'humanisme, il y avait de la réalité et du cynisme économique pur. C'est-à-dire que l'Allemagne n'est pas comme la France, l'Allemagne a des excédents commerciaux et budgétaires, les excédents commerciaux et budgétaires a des taux de croissance raisonnables, peu de chômage et a besoin d'une main-d'œuvre pour faire du dumping social, d'une main-d'œuvre peu qualifiée et étrangère pour faire du dumping social. Donc l'accueil massif des réfugiés et des migrants s'intègre parfaitement dans cette grande architecture économique et sociale de l'Allemagne. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur l'Allemagne. Donc l'Allemagne face à l'accueil des réfugiés et des migrés, d'abord un accueil généreux de droits de l'homme, humaniste face aux réfugiés, et ensuite face à l'éternel retour du réel, face au réel et à la difficulté du réel, une position plus critique et de fermeture, avec une fermeture des frontières notamment. Mais n'oublions jamais que derrière le discours de droits de l'homme, la Libye des droits de l'homme et la Libye humanitariste, de l'accueil généreux et humaniste des immigrés et des réfugiés, il y a véritablement ce que Marx appelait l'armée de réserve du capitalisme, c'est-à-dire les immigrés et les réfugiés, enfin les immigrés. L'immigration en général qui est une armée de réserve du capitalisme. Une armée de réserve du capitalisme pour faire baisser les acquis sociaux, pour faire baisser les salaires des nationaux, des travailleurs. Donc véritablement, l'arme du grand capital, mais j'en avais déjà parlé, l'arme du grand capital et l'arme du grand patronat allemand. Donc derrière le discours de droits de l'homme et d'humanisme, de la Libye droit de l'homiste, quoi, les réalités et le cynisme, les cynismes économiques, c'est-à-dire armée de réserve du capitalisme, besoin d'une main-d'œuvre qualifiée ou pas d'ailleurs parce que excédents commerciaux, excédents budgétaires, et parce qu'il y a aussi une faible démographie en Allemagne, donc les Allemands ne font plus de gosses, donc ils ont besoin de migrants et de réfugiés pour travailler à leur place et pour payer leur retraite. Donc derrière, le cynisme économique du capitalisme, qu'il faut dénoncer bien évidemment. Hein. Ensuite, on reste sur Merkel. Merkel, prochain prix Nobel de la paix. Alors ça, c'est énorme. Là, pendant que je parle, le prix Nobel de la paix a dû avoir lieu. Je crois que ça a été, le prix Nobel de la paix a été décerné pour l'année 2015. Hein, j'entends. Le prix Nobel de la paix pour l'année 2015 a été décerné, a été octroyé à,
je crois, un dissident ou une association droits de l'hommiste, ou je sais pas quoi, un dissident ou quelqu'un qui a une organisation, une association humanitaire, une ONG qui aurait milité pour la paix et les droits de l'homme dans le monde, bref. Mais l'Allemagne, Angela Merkel, donc la chancelière allemande, aurait été une des candidates au prix Nobel de la paix. Donc le prix Nobel de la paix, c'est quelque chose, c'est une escroquerie qu'il faut dénoncer. C'est toujours les intérêts de l'oligarchie mondialiste, de l'impérialisme américain. Obama avait eu le prix Nobel de la paix, alors qu'Obama n'a pas vraiment œuvré à la paix, même s'il a essayé d'en finir avec la guerre en Irak ou en Afghanistan. Obama n'est pas vraiment un chef de paix. Obama avait déjà eu le prix Nobel de la paix, donc on voit bien, et puis d'autres l'ont eu. Hein. Je rappelle même qu'on avait pensé à Adolf Hitler, il me semble, en 1938 pour avoir le prix Nobel de la paix. Un an après, en 1939, il déclenchait une guerre. Donc le prix Nobel de la paix est une escroquerie, il suffit de voir qui le reçoit et il suffit de voir qui le décerne. Bien évidemment, en fait, aux États-Unis, l'ONU, derrière, on voit très bien que c'est les États-Unis. Et surtout, voilà, Merkel, prix Nobel de la paix, une escroquerie absolue, puisque derrière, c'est en fait, on récompense quelqu'un on récompense un leader politique, une assoce qui a bien œuvré pour les intérêts de l'oligarchie mondialiste et de l'impérialisme des droits de l'homme, si j'ose dire, c'est-à-dire des associations, des ONG, des associations humanitaires, voilà. Et derrière Merkel, bon, c'est étonnant. Donc le prix Nobel de la paix, encore une fois, pour finir sur ce sujet, ne récompense jamais quelqu'un véritablement qui a œuvré pour la paix et les droits de l'homme dans le monde. Il se peut, hein, parfois le prix Nobel de la paix récompense une volonté d'œuvrer pour la paix et les droits de l'homme dans le monde. On peut se souvenir pour le conflit israélo-palestinien à la fin des années 90, Rabin et Arafat, pour Israël et pour la Palestine, avaient eu le prix Nobel de la paix. Là, ça avait un sens parce que c'était pour résoudre un conflit qui était le conflit israélo-palestinien. Mais là, prix Nobel de la paix, on voit que souvent c'est plutôt un gris-gris du mondialisme et de l'impérialisme des droits de l'homme. Donc là, Merkel, c'est hallucinant. Pourquoi donc Merkel aurait été candidate au prix Nobel de la paix? Il ne faut pas le voir comme le fait que Merkel aurait œuvré pour la paix, il faut plutôt le voir comme je le dis moi. C'est-à-dire que Merkel, qui aurait été le bon soldat, le bon jouet, le jouet servile, le soldat servile de l'oligarchie mondialiste, notamment des États-Unis. Eh bien, tout simplement parce que Merkel a œuvré entre autres pour la destruction de l'Europe, c'est assez vérifiable et évident. Par son appel à accueillir au nom des droits de l'homme et de la générosité, son appel à accueillir les immigrés, les réfugiés, son appel à dire aussi, donc on a un appel à l'ouverture des frontières et à l'accueil massif des réfugiés et des immigrés, et aussi son appel aussi à intégrer l'islam à l'identité de l'Europe et de l'Allemagne, l'islam faisant partie de l'identité intégrante de l'Allemagne et de l'Europe. Donc voilà, Merkel au prix Nobel de la paix, elle ne va pas l'avoir, tant pis pour elle. Bien évidemment, elle n'a jamais œuvré spécialement pour la paix. Je ne dis pas qu'elle est belliciste, mais Merkel, avant tout, à mon avis, on l'a récompensée plutôt pour son travail de destruction de l'Europe par sa volonté immigrationniste. Moi, j'en suis persuadé. Donc voilà, je clôt l'affaire Merkel et le prix Nobel de la paix, une escroquerie mondialiste et oligarchique. Je vais finir, ça fait un peu plus d'une demi-heure qu'on parle pour cette deuxième partie. Je vais en finir avec deux petits sujets. Une dizaine de minutes, je vais essayer de traiter ça rapidement. D'abord, voilà, l'élection de Corbyn le Rouge au Labour. Et ensuite, je vais m'interroger sur y a-t-il une possibilité d'un printemps des gauches radicales en Europe, dans une lutte contre l'austérité et les politiques néolibérales et le mondialisme économique. Donc je vais essayer de traiter ces deux sujets rapidement, qui sont aussi des sujets brûlants d'actualité internationale. Donc ça, on a vu ça à la rentrée, c'était en septembre-octobre, donc je reviens un peu en arrière. L'élection de Corbyn le Rouge, Jérémy Corbyn le Rouge, à la tête du Labour, c'est-à-dire du Parti travailliste anglais. Donc ça c'est intéressant, donc on voit véritablement un tournant de gauche, un tournant d'extrême gauche anticapitaliste et anti-austérité au Labour, au Parti travailliste. Souvenez-vous, hein, le Labour, le Parti travailliste, qui est le parti de gauche, soi-disant social-démocrate, en Angleterre, qui avait été récupéré par Tony Blair dans les années 90-2000, Tony Blair qui avait été Premier ministre de l'Angleterre après Margaret Thatcher, qui avait opéré ce tournant droitier, néolibéral et qu'on avait appelé la nouvelle gauche, ou la troisième voie social-démocrate, de conversion au libéralisme et au capitalisme. Donc ce New Labour, on va parler un peu anglais, on va faire l'accent, ce New Labour, cette nouvelle gauche, ou cette troisième voie social-démocrate, qui était en fait une soumission du Labour, du Parti travailliste, de la gauche anglaise, au libéralisme et même au néolibéralisme et au capitalisme en général, à l'économie de marché. Donc ce qu'on appelle la social-démocratie, hein, qui n'a de social-démocrate que le nom, qui est surtout le social-libéralisme en fait, qui ne dit pas son nom. Social-démocratie est un terme bien faux cul pour cacher la vérité
la brutalité du social-libéralisme, qui est en fait à terme le néolibéralisme pour tous. Donc c'est intéressant, ouais, pour résumer un peu mon propos sur... je l'ai appelé Corbyn le Rouge, l'élection de Corbyn le Rouge à la tête du Labour du Parti travailliste. Très intéressant, le Labour, le Parti travailliste, opère un tournant gauchisant, de gauche. Un tournant de gauche, notamment dans une critique virulente, non seulement de la voie de garage, de la voie social-libérale sur lequel Tony Blair avait orienté ce parti depuis 15 ans, à travers ce qu'on appelle la troisième voie, le New Labour, la nouvelle gauche, la seconde gauche, et une critique virulente et radicale des politiques d'austérité, hein, véritablement. Donc une critique là aussi, le Labour, le Parti travailliste tourne à gauche, tourne à son extrême gauche, enterre la nouvelle gauche et la troisième voie de Tony Blair, se gauchise avec une critique très intéressante des politiques d'austérité, notamment en Grèce, en Europe, du néolibéralisme et du capitalisme financier, de la finance internationale en général. Donc je dis que voilà, le Labour, la gauche anglaise revient à ses sources, à ses origines, sur une critique radicale de la finance, du libéralisme et du capitalisme, et enterre la trahison Tony Blair et la parenthèse, je dirais, enchantée ou désenchantée plutôt de Tony Blair au Parti travailliste depuis 15 ans, qui était cette gauche sociale-libérale, cette gauche de droite en fait, et, enfin, si on peut le dire, tous ces termes un peu abscons et qui ne veulent pas dire grand chose, mais voilà, donc j'ai Corbyn le Rouge à la tête du Labour. Bon, peut-être parler de 3 mots sur Corbyn. Donc Corbyn, c'est un type qui a 60-65 ans, où il est marié, il a des enfants, il fait un peu anarchiste et libertaire. Il vient de la gauche, on va dire, de contestation, de protestation sociale et politique des années 70. Un peu le Cohn-Bendit, je dirais, mais en plus sérieux, le Cohn-Bendit anglais des années 60-70, lié au mouvement trotskiste, gauchiste, maoïste des années 70, contre la guerre du Vietnam, voilà, contre la guerre du Vietnam, ensuite contre la guerre en Irak plus tard. Donc Jeremy Corbyn, pour en finir sur Corbyn, parce que le temps tourne et je voudrais pas trop vous ennuyer, l'élection de Corbyn le Rouge, Corbyn le bolchevique, puisque c'est comme ça qu'on va l'appeler, à la tête du Parti travailliste. Donc voilà pour Corbyn, hein, Corbyn est un militant gauchiste de longue date, militant gauchiste dans les années 70, anti-belliciste, pacifiste de longue date, opposant à la guerre du Vietnam dans les années 70, opposant à la guerre en Irak dans les années 2003-2004, donc pacifiste, socialiste, internationaliste, gauchiste, écologiste aussi, il défend l'écologie, ce qui est bien normal puisqu'aujourd'hui le capitalisme, dans sa phase accélérée de pourriture et de destruction, détruit aussi l'environnement. La lutte pour l'écologie et la lutte, d'ailleurs ça c'est un sujet à lancer, hein, la lutte pour l'écologie et la lutte de protection de l'environnement s'accompagnera bien évidemment à l'avenir d'une lutte pour la protection de l'environnement et de l'écologie, puisque le capitalisme détruit l'environnement littéralement, et qu'il n'y a pas d'alliance et de coexistence possible entre le maintien d'un système de production capitaliste et la protection de l'environnement, la lutte pour l'écologie. Mais voilà, j'en ai fini sur le tour sur Corbyn, donc élection de Corbyn le Rouge à la tête du Labour du Parti travailliste. Donc c'est intéressant, hein, élection donc on lui a sorti toutes les casseroles soi-disant qu'il serait antisémite, révisionniste, lié à des mouvements révisionnistes, négationnistes. Donc le système a essayé de le diaboliser, mais le type a fait front. Donc comme je vous l'ai dit, hein, élection de Corbyn le Rouge à la tête du Parti travailliste du Labour. Tout le système, tous les médias anglais et même en Europe, en France, l'ont diabolisé, ce qui est hallucinant. Voilà. Il serait soi-disant antisémite et révisionniste, négationniste, enfin tous les trucs hallucinants. La diabolisation politico-médiatique pour empêcher de voir le sérieux de Corbyn qui est son opposition au mondialisme économique financier. Ce qui est une évidence. Donc voilà, l'élection de Corbyn le Rouge à la tête du Labour, du Parti travailliste. Donc le tournant gauchiste et anti-austéritaire du Labour qui enterre évidemment le tournant néolibéral et libéral de Tony Blair. Et enfin, dernier sujet qui est en lien avec celui-là, et j'en finirai pour cette partie. Est-ce qu'on s'aventure ou on va tout simplement vers un printemps des gauches radicales en Europe? Notamment dans une lutte contre le capitalisme et la finance, et dans une lutte contre les politiques d'austérité menées notamment en Grèce et en Espagne. Alors, bah ouais, pour finir, ça c'est en lien avec Corbyn, va-t-on vers un printemps, on parle de printemps arabe, machin, printemps des peuples, va-t-on cette fois vers un printemps des gauches radicales? Printemps des peuples, on pourrait appeler ça un printemps des peuples, hein, parce que là c'est aussi un printemps des peuples et des nations. Mais va-t-on vers un printemps des gauches radicales en Europe? J'aurais pu dire extrême gauche, je préfère parler de gauche radicale, parce que extrême gauche pour moi ça renvoie plutôt à déjà quelque chose d'extrémiste. Eux ne sont pas pour moi extrémistes, ils sont pas extrémistes, ils mènent un combat juste, et ça revient plutôt pour moi à l'extrême gauche, au mouvement gauchiste, maoïste, trotskiste des années 70, mouvement terroriste et gauchiste, donc printemps des gauches radicales, je parlerai des gauches radicales en Europe. Bah oui, il y a au moins 3 exemples, pas Mélenchon d'ailleurs, hein. Mais Pablo Iglesias en Espagne avec Podemos,
Alexis Tsipras en Grèce avec Syriza, dont je reparlerai d'ailleurs dans la prochaine partie de l'escroquerie ou de la trahison de Tsipras, en bon trotskiste. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut toujours se méfier des trotskistes et des internationalistes. Ce sont toujours des faux opposants au système, et des faux durs et des faux résistants, des vrais traîtres par contre. Et ça, j'y reviendrai dans une prochaine partie sur Tsipras le traître. Et Corbyn à la tête du Labour. Donc là, c'est intéressant. On a une séquence depuis, alors ça fait depuis quelques années, mais on voit là que ces partis montent. Depuis 2-3 mois, on a véritablement un printemps des gauches radicales en Europe, voilà, qui se structure. Autour d'ailleurs, dans une lutte contre l'austérité, les politiques d'austérité, notamment dans les pays qui ont subi les politiques d'austérité, des pays du sud de l'Europe, Espagne, Grèce, Portugal, Espagne avec Podemos et Iglesias, Grèce avec Tsipras et Syriza, et l'Angleterre qui n'est pas un pays du sud de l'Europe, mais avec Corbyn. Bon, au-delà de Corbyn, oui, l'exemple de Syriza et de Tsipras en Grèce, et l'exemple de Podemos, ou de Ciudadanos d'ailleurs, mais Ciudadanos étant plutôt un mouvement de droite souverainiste, mais en tout cas Podemos et Iglesias, qui sont des mouvements démocratiques, sociaux, populaires, citoyens, anti-austéritaires. Pas grand chose à dire de plus. Donc après l'élection de Corbyn le Rouge à la tête du Labour, véritablement un printemps des gauches radicales en Europe, ou en tout cas la possibilité d'un printemps des gauches radicales en Europe. Après il faudra voir comment si ces dirigeants gauchistes, si ces dirigeants d'extrême gauche, une fois au pouvoir en Europe, appliquer vraiment leur pouvoir radical de rupture avec le système, de rupture avec les politiques d'austérité, c'est pas sûr. Hein. C'est vrai qu'on dit printemps des gauches radicales, c'est parce que là ce sont des mouvements dans l'opposition. Mais une fois qu'ils sont au pouvoir, en général, on l'a vu avec Tsipras en Grèce, et Syriza, en général, ils rentrent, ces leaders d'extrême gauche, ces leaders d'opposition au système et à la domination mondialiste financière et des politiques d'austérité, en général, ces leaders de gauche rentrent dans le rang, rentrent dans le système, votent des politiques d'austérité, votent les coupes budgétaires et rentrent dans le système. Mais bon, à voir, à suivre. Donc vers un printemps des gauches radicales en Europe, en tout cas, oui, c'est une certitude. Même si on pourra parler d'ailleurs d'un printemps, d'ailleurs je ne mets pas Mélenchon là-dedans, en France et dans d'autres et aux Pays-Bas et dans d'autres régions d'Europe, dans d'autres pays d'Europe, ce sont plutôt des partis, on va dire, souverainistes de droite et d'extrême droite qui montent, avec une critique de l'immigration, mais ça c'est autre chose. Donc il y a à la fois un printemps des gauches radicales en Europe sur une critique du libéralisme et du néolibéralisme et des politiques d'austérité, mais à la fois un printemps des extrêmes droites et des partis souverainistes et eurosceptiques et anti-immigration, mais ça c'est autre chose, puisqu'il y a aussi des partis d'extrême droite ou souverainistes de droite qui montent en Europe à cause de la crise migratoire et de l'islamisation de l'Europe, mais ça c'est autre chose. Mais pour revenir au sujet qui nous intéresse, oui, véritablement, vers un printemps des gauches radicales en Europe. Hein, donc je le rappelle, hein, Corbyn au Labour en Angleterre, Corbyn au Labour en Angleterre, Tsipras et Syriza en Grèce, et enfin Pablo Iglesias et Podemos en Espagne. Donc à travers l'exemple de Podemos et d'Iglesias en Espagne, notamment l'exemple de Tsipras en Grèce, un printemps des gauches radicales sur une ligne là populaire, sociale, démocratique et citoyenne, hein, sur une ligne anti-austérité, sur une ligne économique et sociale anti-austérité. Après l'élection de Corbyn le Rouge à la tête du Labour en Angleterre, va-t-on vers un printemps des gauches radicales au pouvoir, vers un printemps des gauches radicales en Europe à travers l'exemple de l'Espagne, de la Grèce et de l'Angleterre, sur une ligne anti-austérité, puisque bien évidemment ce sont des pays qui, là l'Espagne, la Grèce, Tsipras, Iglesias, qui ont subi la violence de l'Europe et la violence du néolibéralisme, la violence des thérapie de choc en économie, et la violence des politiques d'austérité. Des politiques d'austérité, du chômage et des conséquences économiques et sociales dramatiques qui s'accompagnent des politiques d'austérité, c'est-à-dire chômage de masse, précarité, pauvreté, misère, augmentation de la dette, augmentation du chômage, baisse de la croissance, chômage massif des jeunes. Donc véritablement, la thérapie de choc est un drame, la politique d'austérité est un drame pour toutes ces conséquences économiques et sociales dramatiques. Donc voilà, donc vers un printemps pour finir, vers un printemps des gauches radicales en Europe, oui, mais à voir une fois qu'ils sont au pouvoir, une fois qu'ils sont aux manettes. Sur une ligne, encore une fois, anti-austérité, hein, ce qui est bien normal puisque l'Europe crève sous l'austérité et le néolibéralisme. Donc voilà, c'est fini pour la seconde partie de cet entretien. On se retrouve très vite, parce que là ça fait plus de 40 minutes qu'on est ensemble, on se retrouve très vite pour la troisième partie de l'entretien commentaire d'actualité d'automne 2015 de la politique internationale et de la politique internationale. Salut à tous et à très vite.